Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Patrick Fontan, je suis gérant du cabinet Maubourg Patrimoine Et moi, Elodie Joanneau, conseillère au sein du et, cabinet. et qui est spécialisé sur la clientèle internationale Ah oui, et notamment la merci. clientèle d'Asie et d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Alors, écoutez, vous êtes très nombreux à vous êtes déjà connectés, je vous en remercie. On a envoyé les invitations un peu tard, mais bon, l'essentiel est là, vous êtes là pour nous écouter. Donc, comme vous le savez, le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est de discuter de transmission au sens large. Donc, la transmission, ça peut être à la fois la donation ou la succession. Et on ne va parler que de transmission à l'international. Et on définira ce qu'on entend par transmission internationale au début de notre webinaire. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on examine dans un premier temps les donations, ensuite les successions. Vous verrez que ces deux régimes sont relativement comparables. Ensuite, on va vous présenter trois solutions pour anticiper, hein, pour payer moins de droits de donation ou de droits de succession que si vous n'aviez rien prévu. Et dans une quatrième partie, on vous présentera un petit peu qui on est et quels services on peut vous apporter. Voilà un petit peu le thème de notre webinaire. On va essayer de tenir, hein, on le dit à chaque fois. Des fois, il y en a, c'est moi qui dérape, des fois c'est Elodie, mais on a dit 45 minutes chrono et on vous laissera un petit peu de temps pour poser des questions-réponses avec la fonction iDouane du logiciel Zoom. Voilà, donc Elodie m'a dit les donations, c'est pour vous. Alors, donc on attaque les donations. Alors, on a dit au début, on va définir ce que c'est qu'une donation internationale. Alors, une donation internationale, il suffit que certains éléments de l'opération de donation se rattachent à la France et ou à un pays étranger pour une personne de nationalité française. Donc, ça peut être soit le lieu de situation des biens transmis, soit ça peut être le pays de résidence du donateur, soit ça peut être le pays de résidence du donateur. Donc, vous voyez le lieu, le donateur, le donataire. Et vous verrez que c'est un schéma qu'on va retrouver tout au long de notre webinaire. Sur le plan civil, quelle est la loi qui va s'appliquer quand on parle de donation internationale telle qu'on vient de la définir? Bon, en droit international privé, euh, la loi qui est applicable à l'acte de donation, elle va être déterminée selon deux principes. Donc, la loi qui est applicable selon à la forme, c'est la loi du lieu de rédaction de l'acte de donation, à défaut d'un choix autre des parties. Vous voyez, c'est assez souple. Euh, c'est le pays où on a signé l'acte, sauf si vous n'êtes pas d'accord. La loi applicable au fond, là, la donation étant un contrat, ce sera la loi dite d'autonomie, c'est-à-dire la loi librement choisie par les parties. Donc, vous voyez, quand on regarde un petit peu ces deux principes, que au plan civil, c'est relativement souple. Donc, on vous précise que les libéralités entre époux et donation-partage, il faut y faire un petit peu attention parce que il y a un certain nombre de droits étrangers qui ne les reconnaissent pas. Donc faites attention en matière de donation entre époux, en matière de donation-partage, qui sont pour ces derniers des régimes un peu particuliers. Attention au régime applicable au pays où vous habitez. Ça, c'est le plus facile, c'est le plan civil. Maintenant, comme d'habitude en France, il y a aussi la fiscalité. Et donc la fiscalité, c'est plus compliqué. On peut même dire que ça relève d'un casse-tête. Alors, premier principe, c'est qu'il ne va pas y avoir de différence selon que l'acte de donation que vous avez réalisé, il a été passé en France ou il était passé à l'étranger, ou il est passé à l'étranger. C'est pas ça qui est le plus important. Donc, lorsqu'on est confronté à un cas de donation internationale, premier réflexe qu'il faut avoir, c'est est-ce que une convention bilatérale va s'appliquer ou pas? Est-ce que le pays avec lequel il y a la donation, il a signé une convention avec la France? Contrairement aux conventions fiscales habituelles, il n'y en a pas beaucoup. Des conventions internationales en matière de donation, on peut même dire qu'il n'y en a que 9. Et vous voyez, c'est plutôt des pays qui sont quand même proches de la France culturellement. Et là-dedans, en plus, il y a des pays qui appartiennent déjà à la France.
hein, puisque vous avez Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, si on a signé une convention, c'est assez simple, c'est la convention qui prime, y compris le droit fiscal interne français qu'on décrira tout à l'heure. Donc, quand vous résidez, ou le donateur ou le donataire réside dans un pays qui a signé une convention avec la France, il faut lire la convention et appliquer les principes qui sont prévus par la convention. Donc la convention précisera les modalités qui permettent d'éviter les doubles impositions, soit par des dispositifs de crédit d'impôt, soit par voie d'exonération. C'est des schémas assez classiques en matière de convention fiscale bilatérale. Donc, si l'acte de donation internationale est réalisé avec un pays qui a signé une convention, vous avez compris, on applique la convention. Bon, le cas le plus fréquent, c'est que le pays n'a pas signé de convention. Donc là, c'est le droit fiscal qui va s'appliquer, et vous pouvez vous en douter, c'est pas simple. Et donc là encore, sous distinction, on va regarder où est domicilié le donateur au moment de la donation. Important, au moment de la donation. Donc, si le donateur est domicilié en France au moment de la donation, là, c'est pas casse-tête. Hein. Si le donateur est domicilié en France, c'est la loi fiscale française qui va s'appliquer, quel que soit le lieu de résidence du donataire. Donc, tous les biens meubles ou immeubles en France ou hors de France sont passibles des droits de donation en France. C'est ce que le fisc appelle le principe d'imposition des biens mondiaux. C'est douloureux, mais c'est simple à comprendre. Alors, là, on arrive sur un cas un peu plus compliqué. Le donataire n'est pas domicilié en France lors de la donation. Le donateur. Le donateur, oui. Ah, peut-être que je n'ai pas été clair, mais c'était bien le donateur que je voulais dire. On s'en met pas. Donc, il convient de procéder à la distinction suivante. Vous voyez, on était déjà dans une sous-distinction, donc on est dans une sous-sous-distinction. Donc là, on va être obligé de regarder si le donataire, donc celui qui perçoit le bénéfice de la donation, il est domicilié en France au jour de la donation, et s'il l'a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédentes, c'est le cours de laquelle il a reçu les biens. Donc, si c'était les 6 ans sur 10 ans, il est considéré comme étant français. Donc, dans ce cas-là, tous les biens dont le donateur et le donataire, ils sont considérés, si vous voulez, comme relevant du droit français. Donc, on taxe tout. Donc, les biens meubles, les biens immeubles, on est comme tout à l'heure. Qu'ils soient situés en France, qu'ils soient situés à l'étranger, ils sont imposables sous le régime du droit fiscal français. Éventuellement, on peut imputer sur ces droits les droits étrangers qui auraient pu éventuellement avoir été perçus dans le pays de résidence du donateur. Alors, ensuite, deuxième cas, le donateur n'est pas domicilié en France, ou il n'y était pas pendant les 6 ans, ou pendant les 6 dernières années. Donc là, on considère qu'il n'est pas français, pas résident français. Et donc là, c'est moins douloureux parce que seuls les biens meubles et immeubles transmis qui sont situés en France sont imposables en France. Donc dans ce cas-là, un bien meuble ou immeuble détenu en Espagne, au Maroc ou au Portugal, ils ne seront pas taxés. Ils seront pas taxés en France. Donc, vous voyez, c'est quand même pas trop simple. Ensuite, le troisième cas, donc ni le donateur ni le donataire n'ont leur domicile fiscal en France. Donc là, on va regarder quand même, oui, c'est pas parce que la France n'est pas concernée par les différents acteurs à l'acte de donation que le fisc ne va pas réclamer son no-ball. Il va réclamer son no-ball dans les cas suivants. Tous les biens qui ont une assise matérielle en France, ils seront taxés en France. Immeubles, fonds de commerce, meubles corporels. Les biens incorporels français, ils font aussi partie des biens qui sont concernés. Qu'est-ce qu'on entend par biens incorporels français? Par exemple, la créance sur un débiteur domicilié en France, une valeur mobilière émise par l'État français ou par des sociétés qui ont en France leur siège social. Donc, vous voyez, ça peut être quand même assez large. Troisième cas de figure où la donation est taxable en France, c'est les actions et parts de sociétés non cotées dont le siège est situé en France, mais dont les actifs immobiliers situés en France excèdent 50% de l'actif social total. On considère que dans ces cas-là,
c'est un patrimoine immobilier à dominante française, boum, on taxe en France. Les titres, dernière catégorie, sont les titres émis par une société française ayant son siège en France ou hors de France et détenant un bien immobilier situé en France, au sein de laquelle le donateur détient directement ou indirectement 50% ou plus du capital social. Donc là, quatrième cas, société à prédominance immobilière, boum, vous êtes taxé en France. Donc vous voyez, même dans les cas où ni le donateur ni le donataire, ils ont leur domicile fiscal en France, déjà, dès qu'il y a un bout d'immobilier français, boum. Et puis même, dès que il y a une créance avec un débiteur qui est en France, ça relève aussi du droit fiscal français. Voilà un petit peu les principes qui sont applicables. Vous voyez, si on synthétise un peu ce qu'on vient de voir, dès lors que entre le donateur, le donataire ou le bien qui fait objet de la donation, il y a un lien avec la France, même indirect, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité française. Alors, ça fait quoi tout ça quand on est imposable en France? Donc, on vous a rappelé, même si probablement que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, vous les connaissez déjà. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des abattements et ensuite il y a un barème. Donc, on recommande beaucoup à nos clients d'utiliser au maximum le bénéfice des abattements, surtout quand ils ont autour de 60 ans et qu'ils ont les moyens de le faire, parce que ça permet quand même de transmettre une part significative de son patrimoine, surtout si on a un certain nombre d'enfants. Donc voilà, je pense que les abattements, ils sont assez bien connus, notamment l'abattement de 100 000 euros par enfant. Et le barème, ben, vous voyez que bah, quand on n'a pas beaucoup de patrimoine, le barème, il est pas trop confiscatoire. Et puis quand on commence à avoir un patrimoine important, le fisc, il prend pas mal. Et ça se renouvelle tous les 15 ans. Voilà. Voilà, donc, Élodie, je crois que on a tout dit sur les donations, donc qui est une des parties de ce qu'on appelle la transmission. Donc, après, on va se poser la question naturellement, qu'est-ce qui va se passer pour les successions? Et là, je sais que vous êtes une spécialiste et que vous allez expliquer à nos auditeurs à ce à quoi ils doivent s'attendre en matière de succession et de préparation à la succession. Alors, dans un premier cas, va prendre là par classe d'actifs. Bon, on va retrouver quand même certaines règles hein, des donations. Hein, ça ne va pas non plus changer énormément. Mais là, du coup, on va prendre par classe d'actifs en termes de transmission. Donc, le premier cas, c'est au niveau de l'immobilier. Toujours pareil, s'il y a une convention bilatérale qui a été mise en place, là, il peut y avoir du coup beaucoup plus de pays hein, par rapport aux donations où c'est très spécifique. Là, du coup, ça peut être un peu plus large. Donc, il faut toujours regarder par rapport à votre pays si déjà il y a une convention qui a été mise en place. Euh, et du coup, bah, on va dire, c'est la convention qui s'applique. Donc, globalement, ce qu'on en ressort, c'est que, et là on a mis quelques exemples, c'est que les biens immobiliers qui font partie d'une succession d'un défunt domicilié dans un état contractant et situé dans l'autre état contractant sont imposables dans cet autre état. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, si, imaginons, on a mis un exemple, un défunt qui est domicilié en France transmet à son fils, qui est aussi français, un immeuble qui est situé en Italie, l'imposition, elle s'effectue en Italie. Donc c'est vraiment plutôt le lieu finalement où se situe le bien, où s'applique lorsqu'il y a une convention, c'est souvent ça qui est mis en avant. À savoir que, alors, quand on entend bien immobilier, là, on prend l'exemple juste d'un immeuble, d'une maison, mais ça peut être aussi des parts ou actions de société constituées d'immeubles. Enfin, ça comprend vraiment l'ensemble de l'immobilier et pas juste un immeuble ou une maison. Bon, donc quand il n'y a pas de convention bilatérale, comment on fait comme tout à l'heure? Oui, comme tout à l'heure, bien évidemment, la France va appliquer ses propres règles quand il n'y a pas de convention. Et dès lors que les biens immobiliers sont situés en France, ils sont toujours soumis au droit de succession français. Quelle que soit la résidence des intervenants, on s'en fiche, c'est directement imposable en France. Et même lorsque enfin, on vous a mis du coup deux exemples qui sont plutôt parlants. Je pense que c'est plus simple de raisonner. De toute façon, on vous enverra les slides sur cette partie-là, mais c'est plus simple d'expliquer les exemples. Un défunt qui est domicilié en France et qui transmet à son fils également domicilié en France un immeuble situé en Espagne qui n'a pas de convention,
c'est imposable en France. Euh, Autre cas, un défunt qui est domicilié en France et qui transmet à son fils domicilié au Royaume-Uni un immeuble situé en Suisse, donc il n'y a rien à voir en soi avec la France, bah, ça va être quand même imposé en France. Du fait que le défunt soit domicilié en France, bah forcément, euh, l'imposition en fait va remonter directement en France. En fait, le fisc, il n'est pas très généreux. Ouais, voilà. Sauf après, du coup, bien évidemment, on retrouve, hein, c'est comme les donations, il peut y avoir des crédits d'impôt si, dans le cas où le fils est au Royaume-Uni, s'il a du coup des droits à payer, bah forcément, après, il y a un crédit d'impôt qui s'applique. Comme on a mis, la France est très généreuse sur ce point de vue-là, elle va quand même prendre en compte ça. Lorsque par contre le défunt n'est pas domicilié en France, euh, donc là on retrouve un petit peu le même cheminement que la donation. Il faut toujours faire la distinction si est-ce que l'héritier est domicilié en France ou n'est pas domicilié en France. Dans le cas où l'héritier est domicilié en France, tous les biens qui sont situés en France ou à l'étranger sont imposables en France. On retrouve la même situation qu'avant. S'il n'est pas domicilié en France, là, ça va vraiment être que les biens qui sont situés en France qui sont imposables en France. On retrouve du coup à peu près la même chose hein, que la donation. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est dès lors qu'il y a un lien avec la France, bah, il va y avoir une taxation. Ça, c'est assez automatique directement. Alors, les placements financiers maintenant. Au niveau des placements financiers, en cas de convention, c'est comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il faut vraiment en fait appliquer ce qui se passe et ce qui est écrit dans la convention. Ce qu'on retrouve hein, globalement, c'est que dès lors qu'il y a des valeurs mobilières qui sont dans le pays, bah, ça va être fiscalisé dans le pays directement. C'est souvent ça qu'on retrouve. Euh, et comme ce qu'on met à la fin, hein, que c'est imposable, enfin, que dès lors que vous détenez des valeurs mobilières ou droits de créance qui sont dans cet état, ben, elles vont être imposables dans cet état. C'est souvent ça qu'on de toute façon, on retrouve euh, assez habituellement. Voilà. Et quand il n'y a pas de convention bilatérale. Donc, quand il n'y a pas de convention, là, Ah, on l'a perdu. Quand il n'y a pas de convention, bon, là, ça va être un petit peu technique. Je ne sais plus si on a mis des exemples derrière. Ouais, voilà. Si le défunt finalement, parce que ça c'est vraiment les articles hein, juste avant, mais si le défunt il est domicilié en France, toutes les valeurs mobilières, créances, etc. sont imposables en France, que les héritiers soient résidents ou non résidents. On retrouve la même chose. Et là on est vraiment dans le cas où il n'y a pas de convention. Bon. Si vous êtes revenu en France, peu importe où sont vos valeurs mobilières, euh, même si c'était dans des pays où quand vous étiez euh, résident, et c'est souvent le problème, en tout cas la question que j'ai pour mes clients non résidents, ils se disent, bah voilà, moi j'ai placé mes liquidités un peu à droite à gauche, ça va me permettre de me créer souvent un complément de revenus pour la retraite. J'ai capitalisé pour ça parce que je ne vais pas forcément avoir de retraite. Je reviens en France, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe sur l'épargne que j'ai réussi à constituer ailleurs, sachant qu'ailleurs, souvent, vous avez quand même une meilleure fiscalité. Bah, il faut le savoir, c'est que ça va être imposable. Que vos héritiers soient en France ou pas en France. Du moment que vous revenez en France, il faut vraiment avoir ça en tête. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à avoir en tête. Autant l'immobilier, bon, enfin, euh, c'est un peu plus logique, mais souvent j'ai des questions sur les valeurs mobilières et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si par contre vous n'êtes pas domicilié en France, toujours pareil, on va regarder si l'héritier ou non est en France. Si l'héritier est domicilié en France, bah, on retrouve la même chose. Les biens meubles ou à l'étranger sont imposables en France, avec quand même un crédit d'impôt s'il y a entre les deux pays. Et si l'héritier n'est pas domicilié en France, seuls les biens meubles transmis situés en France sont imposables en France. Donc on va retrouver en fait à peu près la même chose. Bah là, on va retrouver à peu près ce qu'on avait dit. Hein. Bon, ouais, c'est même exactement ce qu'on avait dit. Hein. Mais globalement, les biens hors immobilier, enfin oui, on retrouve qu'est-ce qu'on entend bien situé en France, oui, on retrouve exactement la même chose par rapport aux donations. Assises ou matérielles en France, fonds de commerce, immeubles corporels, puis un corporel français, du coup, on l'a expliqué tout à l'heure, et après ça peut être les actions par société, oui c'est exactement de toute façon la même chose.
Combien coûte une succession en France en ligne directe? Et on vous a surtout mis l'abattement qui est de 100 000 euros par enfant. Mais après, du coup, il y a aussi d'autres abattements hein, en fonction donc, bien évidemment, entre conjoints, par exemple, il y a pas de droit de succession. Si votre régime est bien reconnu en France. Donc ça, faut aussi l'avoir en tête. Hein. Donc c'est souvent le cas de toute façon. On a mis juste par enfant, mais il existe aussi des abattements pour les neveux, nièces, etc., mais qui vont être beaucoup plus petits. Et finalement, ben, on va retrouver le même barème hein, des droits de succession. Donc ça peut vite grimper, surtout dès lors qu'on s'est constitué. Et j'y reviens hein, sur cette partie complément de revenus. Et souvent, on se constitue un capital assez conséquent qui va vous servir pour la retraite. Il faut avoir quand même ça en tête que si vous arrive quelque chose, ça peut être vite fiscalisé en France et que vous êtes revenu en France. Et donc, on verra tout à l'heure qu'il y a un moyen quand même d'échapper pour partie au coup de marteau, c'est de prévoir un contrat d'assurance vie. Donc, on verra un petit peu, on va vous donner des exemples pour vous montrer que c'est quand même souvent plus intéressant si on l'ouvre au bon moment. Alors, vous l'avez promis, il faut mieux anticiper si on veut échapper à la taxation qu'on vient de vous décrire. Alors pourquoi il faut anticiper vous voyez bien que la donation internationale, elle est facilement taxable en France. Vous voyez bien aussi que les abattements, ils sont réduits et que le taux de taxation, quand on a un patrimoine significatif, il est assez lourd. Donc, si vous êtes dans une situation actuelle ou prévisible où vous relevez du droit fiscal français, il y a quelques solutions assez connues, hein, on va l'inventer, qui vous permettront de préparer la donation, de préparer surtout la succession. Je vais laisser la parole à Elodie, peut-être au moins sur le démembrement de propriété, qui est la solution la plus traditionnelle. Elodie, expliquez-nous un peu la démembrement de propriété. Alors, ça, c'est vrai que c'est assez, c'est souvent en tout cas utilisé en France, d'ailleurs qu'on veut commencer à transmettre son patrimoine et qu'il est assez conséquent, c'est de pouvoir démembrer, notamment, c'est souvent les biens immobiliers qu'on applique ça, et ça permet en fait de déjà transmettre, et comme on l'a vu, les donations, elles vont se renouveler aussi tous les 15 ans. Donc, plus on le fait tôt, plus ça va être avantageux en fait lors de la transmission. Euh, le démembrement, en fait, il faut se dire qu'il y a une partie, c'est l'usufruit, une partie, c'est la nue propriété. L'usufruit, c'est la jouissance en fait du bien. C'est-à-dire que si vous donnez en démembrement un bien immobilier à vos enfants, vous gardez quand même la jouissance de votre bien. Donc vous ne donnez pas en totalité en fait directement le bien immobilier. Donc, ça va se faire en fonction de l'âge du donateur, donc de votre âge quand vous souhaitez transmettre. Plus on avance en âge, plus forcément ça devient un peu moins intéressant. Bon, après, il faut pas non plus. Enfin, c'est assez rare hein, d'avoir des donations à 40 ans, mais dès lors qu'on commence à arriver à la retraite et qu'on se dit, bah voilà, ça de toute façon, c'est un bien que on a envie de conserver et je sais que j'ai envie de le transmettre, vous pouvez en tout cas commencer à réfléchir sur cette partie-là. À savoir que l'inconvénient, entre guillemets, c'est que si vous souhaitez à un moment vendre, il faut l'accord en fait du propriétaire. Il y a aussi également on va dire des répartitions sur les travaux. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est vraiment transmission. Mais on va dire que l'inconvénient, c'est plus de dire bon, bah, si j'ai envie de vendre un moment, il faut quand même que que tout le monde soit d'accord pour cet acte-là. Donc, une donation avec des démembrement, il vaut mieux quand même donner des choses qu'on n'a pas envie de vendre. Oui. Pour résumer, pour faire ça. Après, il y a un autre système que le démembrement qu'on vient d'évoquer, qui est familial. C'est l'acquisition directe de nue propriété auprès d'un tiers. Élodie. Oui, comment ça marche? Ça, dans tous les cas, ça vous permet de vous créer du patrimoine et après de réfléchir sur de la création de revenus complémentaires. Donc là, en fait,
vous allez plus être dans le cadre d'un usufruitier et de donner la nue propriété à vos enfants pour commencer à transmettre, mais on va être plutôt dans le cas où vous achetez la nue propriété. Et souvent, l'usufruit, en fait, derrière, vous avez on va dire une personne, un institutionnel hein, qui va être derrière, un opérateur social ou un investisseur financier. Et au bout d'un certain nombre d'années, souvent c'est déterminé de toute façon à l'avance, ça peut être 10, 15 ans, vous récupérez après la pleine propriété sans droit à payer ou quoi que ce soit. Ça vous permet en fait d'acquérir un bien moins cher avec une décote du coup qui va être enfin, qui va être assez conséquente vu que vous n'allez pas avoir la jouissance du bien, donc forcément vous avez une décote sur le prix. Et au bout de 10, 15 ans, bah, soit vous pouvez enfin, le récupérer pour y habiter, ou soit sinon vous pouvez du coup le louer et du coup commencer à percevoir des rendements complémentaires. Donc ça c'est plus dans la création de patrimoine avec une décote assez conséquente. Et ce qui est intéressant pour la transmission, c'est pour ça qu'on l'a mis ici, c'est que le calcul des droits de succession, il se fera sur la pleine propriété. Donc vous avez acheté le bien avec des cotes, mais on va calculer vos droits de manière minorée en fait. Après, alors l'assurance vie. L'assurance vie. Du coup, ensuite, en termes de placement financier, on va retrouver le placement qu'on retrouve en tout cas chez les Français, ça va être l'assurance vie dès lors que vous avez un peu d'épargne financière. Ça va être un très bel outil, d'une part d'un point de vue placement, parce que c'est très souple, c'est très libre, vous avez beaucoup de choix de placement, donc ça reste très diversifié, ça s'adapte vraiment à tous les profils de risque. Et l'avantage aussi principal, ça va être la fiscalité en cas de décès. Parce que tous les versements que vous allez faire dessus avant vos 70 ans, vous allez avoir en fait un abattement spécifique qui va s'appliquer en fonction des bénéficiaires enfin, du nombre de bénéficiaires que vous allez mettre. Parce que chaque bénéficiaire va bénéficier d'un abattement de 152 500 euros sans payer aucun droit de succession. Et ça vient en plus de l'abattement de 100 000 euros. Donc on dit souvent que l'assurance vie est hors succession, parce que c'est un abattement nouveau qui vient en complément. Donc ça, alors j'ai dit 100 000 euros toujours dans le cas de transmission en ligne directe envers ses enfants, mais ce qui peut être aussi du coup intéressant, c'est si imaginons vous n'êtes pas marié, pour les personnes qui ont juste en tout cas un concubin, bah, ça permet en tout cas de pouvoir transmettre avec un abattement, parce que sinon la fiscalité elle est très lourde hein, pour les étrangers enfin, vu que en tant que concubin on est représenté en tant qu'étranger à la succession, on est fiscalisé à hauteur de 60%. Ça on l'a pas dit non plus, mais du coup ça typiquement c'est un exemple assez fréquent qu'on peut avoir, ou également si vous souhaitez transmettre à qui vous voulez, une personne aussi étrangère de votre foyer, c'est tout à fait possible, et vous avez en tout cas cet abattement. Par contre, pour les versements après 70 ans, on va avoir une fiscalité qui va être différente. C'est aussi un petit abattement qui existe en plus. Il est par contre beaucoup plus petit parce qu'on est à 30 500 euros, tout bénéficiaire confondu. Donc si vous avez mis 3 à 4 bénéficiaires, ils se partagent en fait cet abattement-là. Mais il vient en plus des 152 500. Donc il faut les avoir en tête, mais c'est surtout pour tous les versements avant 70 ans, c'est un gros avantage sur la succession. Et même après, effectivement, vous avez un petit forfait qui va être, enfin petit, vous avez un forfait qui va être aussi appliqué si on dépasse l'abattement sur le capital transmis, mais qui du coup va être quand même plus avantageux que la succession en direct. Alors, on a parlé de l'assurance vie française, mais nos auditeurs, ils connaissent aussi l'assurance vie luxembourgeoise, qui est, paraît-il, l'Eldorado de l'épargnant. Alors, c'est vrai? Oui, vous avez aussi du coup l'assurance luxembourgeoise. Bon, là, il faut avoir un petit peu plus de patrimoine, mais c'est vrai que les non-résidents sont assez, enfin, vont plutôt aussi s'orienter sur ce type d'assurance vie là. Là, ce qu'il faut juste se dire, c'est que c'est neutre fiscalement. Donc, c'est vraiment la fiscalité du pays qui va s'appliquer. Donc, ça va vraiment en fait s'adapter
en fonction de là où vous allez. Donc, si vous revenez en France, par exemple, ça va être la fiscalité d'assurance vie française qui va s'appliquer. Alors, il y a un auditeur qui nous demande si c'est possible de souscrire un contrat d'assurance vie quand le souscripteur et le bénéficiaire ne résident pas en France. Oui, oui, c'est possible. En tout cas, nous, avec nos assureurs, c'est possible. Alors, pas avec tous, ça, il faut se le dire tout de suite. Mais c'est possible, il y a des solutions, et c'est pour ça aussi qu'on vous le présente, hein, sinon il n'y aurait pas eu d'utilité. Mais assurance vie, que ce soit luxembourgeoise ou française, il y a certains assureurs qui travaillent. Ça se compte sur les doigts d'une main, faut pas se le cacher, mais au final, c'est pas dérangeant parce que c'est souvent des assureurs modernes. Enfin, modernes, j'entends que ça va être vraiment des contrats qui vont essayer de vraiment s'adapter avec le monde d'aujourd'hui et pas les anciens assureurs très historiques ou les banques qui n'ont pas trop envie de s'embêter. Donc finalement, vous arrivez à avoir une offre très compétitive, même si c'est deux, trois assureurs. Finalement, c'est ceux qui ont la meilleure offre, la plus diversifiée. Donc j'arrive en tout cas à avoir. Faut toujours demander si le pays. C'est sûr que si le pays est en liste noire, non. Ça, c'est sûr que non. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Il faut juste après justifier de votre lien, on va dire, avec la France et d'avoir, on va dire, une justification, parce que vous n'allez pas, on va dire, ouvrir comme ça une assurance vie française s'il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets. Mais après, dès lors qu'on explique et qu'on arrive à bien aussi tracer les fonds, hein, c'est surtout ça qui importe aussi aux assureurs. Normalement, il n'y a pas de problème, on n'a pas de contraintes là-dessus. Mais c'est toujours un petit peu plus long. Alors, pour schématiser sur l'assurance vie, et on oppose souvent l'assurance vie française et luxembourgeoise. Les luxembourgeoises, c'est vrai, c'est bien si vous avez un gros capital à investir parce que les frais sont un peu plus lourds pour les petits contrats. À moins de 100 000, vous n'oubliez pas. Entre 100 et 250 000, il faut se poser la question. Au-delà de 250 000, ça a un intérêt d'être au Luxembourg par rapport à la fois aux frais et par rapport aussi à la souplesse de gestion du contrat. Pour des raisons qu'on pourrait vous exposer plus tard, que Elodie pourrait vous exposer en visio, on a accès à des meilleurs placements quand on a plus de 250 000 euros que quand on a moins. Mais par contre, il ne faut pas dénigrer l'assurance vie française. Elodie travaille avec 3-4 compagnies qui ont des contrats, comme elle le disait, qui sont très bien, et vous trouvez dans des contrats d'assurance vie française des atouts que vous n'avez pas dans l'assurance vie luxembourgeoise, notamment l'accès au fonds en euros, ou en tout cas pas toutes les assurances vie luxembourgeoises pour le fonds en euros. Et surtout, vous avez par exemple une offre de produits structurés, de private equity, où la liquidité est assurée par l'assureur, que vous aurez du mal à retrouver au Luxembourg. Il ne faut pas dénigrer l'assurance vie française. C'est moins bien au plan fiscal parce que, évidemment, l'assurance vie luxembourgeoise, elle est transparente fiscalement, donc elle s'adapte à toutes les situations, tandis qu'en France, vous aurez une retenue à la source sur les rachats. Mais au-delà de ça, l'assurance vie française, c'est un bon compromis quand on a moins de 150 000 euros. Ah, est-ce qu'on va y arriver? Ah bon, c'est compris. Mais Elodie va m'aider parce que moi, je suis pas très... Voilà, c'est pas bon ça. On en est arrivé. On avait encore d'autres produits à vous proposer. Donc, on va se connecter. C'est le diaporama. Oui, on en était là. Et on va repartir. Voilà, je pense qu'on est d'équerre. Excusez-nous pour ce désagrément. On va appuyer pour arriver sur la page d'après. C'est moi qui passe les... Bon, c'est Elodie qui s'en occupe. Si elle se trompe, elle va se faire gronder. Alors, on voulait vous présenter un autre produit auquel on ne passe pas forcément pour préparer sa transmission. C'est tout ce qui est forêt et domaine viticole. Donc, on le fait pas mal, ça, pour les clients qui ont passé souvent les 70 ans et qui souhaitent préparer leur succession. La forêt, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que il va y avoir un abattement de 75% sur la valeur de la forêt lors de la transmission. C'est quand même une réduction qui est significative. Pour ceux qui sont éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière, les parts de groupements forestiers ne sont pas imposables à l'IFI. Vous avez une exonération partielle des droits de succession et on retrouve les 75% dont on vous parlait tout à l'heure. Donc vous me direz, c'est compliqué d'acheter une forêt, il faut s'en occuper, c'est vrai, mais il y en a qui vont s'en occuper pour vous.
Et donc, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans la constitution de groupements fonciers forestiers ou de groupements fonciers, pardon, de groupements forestiers d'investissement, c'est les nouveaux noms des groupements fonciers forestiers. Et, ou alors aussi, on trouve la même chose, GFF au niveau GFV au niveau viticole. Nous, on vous a présenté surtout des forêts, parce qu'il y a un chouïa de plus de rendement sur les forêts que sur le vignoble, et les produits nous paraissent plus intéressants. Donc, il y a deux sociétés, il y a plein de sociétés qui se sont mises sur les forêts. Donc, quand vous voyez GFI, pensez au SCPI pour l'immobilier. Le GFI, c'est un peu l'équivalent pour la forêt. Et donc, nous, on considère qu'il y a deux spécialistes de l'investissement forestier en France. Il y a une société qui s'appelle France Vallée, qui fait ça depuis une quinzaine d'années, qui est devenue quand même référent sur le marché et qui propose divers produits pour investir dans les forêts. Donc, vous allez avoir des produits qui vont vous rapporter 2-3% par an. C'est pas beaucoup, mais qui, par contre, se valorisent régulièrement. Donc, c'est des produits plutôt de capitalisation et où vous avez la carotte fiscale si vous envisagez de préparer la transmission de votre patrimoine. Donc, France Vallée, on vous a présenté le GFI France Vallée Patrimoine, qui est un assez gros GFI, qui fonctionne plutôt pas mal jusqu'à présent. Il y a une deuxième solution, c'est une solution qui est proposée par la Société forestière, qui s'appelle Symbiose, qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, je crois, ouais, décembre 2023. Enfin, elle a été, non, c'est plus ancien que ça, mais la société Symbiose, elle nous intéresse parce que ben, la Caisse des dépôts, c'est le plus gros investisseur forestier français. Ils ont un savoir-faire, c'est la référence. Et c'est intéressant d'investir, en tout cas, ça sécurise d'investir sur les GFI qu'ils ont créés. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, c'est des produits qu'on peut vendre régulièrement. Alors, avant d'attaquer la présentation rapide de notre cabinet, j'ai vu qu'il y avait une question technique qui nous avait été posée. Oui, alors ça, c'est des questions un petit peu trop techniques. Ce que je vous propose, c'est de nous joindre par mail ou par téléphone, et on répondra à votre question. Parce que Oui, je sinon, on l'ai va rentrer dans noté. des détails et qui n'intéresseront pas forcément nos autres éditeurs. Donc, on va vous laisser nos coordonnées à la fin de la présentation des slides. Et donc, dernière partie, qui on est. Donc, il y en a certains d'entre vous, j'ai vu, qui nous connaissaient déjà. Pour ceux qui se connectent la première fois, on est un cabinet qui existe, on est un vieux cabinet de gestion de patrimoine, on est les plus anciens de France. On est le créateur de ce cabinet qui s'appelait Jacques Bouvier, il l'a créé dans les années, je crois, 70. À la fin des années 70, c'est un cabinet ensuite qui a introduit en France le système de la location meublée professionnelle et que j'ai racheté en décembre 2013. Donc aujourd'hui, on est un cabinet de taille intermédiaire. On est une douzaine de personnes. Vous voyez qu'on a quand même des encours qui sont significatifs. Mais donc on n'est pas artisanaux, on est structuré pour vous accompagner, mais on veut pas et on n'est pas de toute façon un cabinet qui ressemble de plus en comme ceux qui existent aujourd'hui, qui ressemblent de plus en plus à des banques parce qu'ils ont fait appel aux fonds de private equity, ils ont fait beaucoup de croissance externe et ça, on aurait pu le faire, mais j'ai pas voulu le faire parce que si on fait de la croissance externe, ça veut dire qu'on pense plus à acheter des sociétés qu'à s'occuper de ses clients. Et je pense que c'est pas une très bonne solution. Euh, donc moi, je m'appelle Patrick Fontan, comme vous voyez, et l'avantage pour vous, c'est que avant de racheter le cabinet gestion de patrimoine, j'ai fait du private equity, donc j'ai été directeur d'un fonds qui faisait à la fois du retournement, on a fait un peu de LBO et de capital développement. Donc quand on vous parle de private equity, ben, on sait à peu près ce que c'est. Et puis j'ai participé à la création d'une banque qui s'appelait à l'époque la compagnie 1818 et qui aujourd'hui s'appelle Natixis Wealth Management, où je m'occupais à la fois de l'immobilier et des financements. Et avant, j'avais occupé diverses fonctions au Crédit Foncier, notamment, je m'occupais de toute la gestion des crédits promoteurs, crédit bail et crédit investisseurs aux professionnels de l'immobilier. Donc, vous voyez, bah, ouais, j'ai beaucoup de cheveux blancs, mais ça me permet quand même d'avoir un minimum de compétences pour agréer les produits qu'on vous propose, à la fois en finance, en private equity, en immobilier et pour vous accompagner en financement. Ensuite, on a
ce qui est important pour vous aussi, c'est que notamment quand on parle de transmission, il y a une personne qui chez nous est précieuse et qui s'appelle Daniel Enochad, et qui est notre ingénieur fiscal et patrimonial et qui nous permet d'apporter le conseil idoine à nos clients, et il est reconnu et apprécié de l'ensemble des personnes qui ont été, de l'ensemble des clients qui ont été en relation avec lui. Alors, je vous présente presque plus maintenant Elodie, puisque c'est elle qui va le faire. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille. J'ai d'abord travaillé en banque privée et après, j'ai participé à la création d'un cabinet pendant 5 ans. Et après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Montbourg Patrimoine voilà, depuis quelques années également. Et donc, on a une autre personne qui s'occupe aussi de l'action internationale, plutôt Afrique-Amérique latine, qui s'appelle Monsieur Steph Ngimbi, qui lui aussi a une très grande expérience, qui a été senior private banker dans des banques au Luxembourg et qui a travaillé dans du private equity pour une société qui s'appelle Thomas Lloyd, une société de private equity internationale. On a une personne qui travaille au Portugal aussi, toujours à l'intérieur, toujours à l'international, qui s'appelle Christophe Purolan. Et on a une personne chez nous qui est spécialisée sur vos assurances santé, prévoyance. Donc on a pas mal de clients qui s'assurent chez nous et qui habitent à l'étranger. On a des très bonnes propositions. On est très proche de Malakoff Humanis notamment, mais on est proche aussi de April, MSH et NR. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Je pense qu'elle peut vous apporter des solutions qui ont un rapport qualité-prix qui est tout à fait compétitif. Et vous avez ses coordonnées pour pouvoir la joindre directement. Voilà notre équipe. Pour vous rassurer aussi, on exerce 4 métiers. Ces 4 métiers, ils sont strictement surveillés par des autorités de tutelle. Et je peux vous dire que ce matin, on avait un auditeur qui est venu inspecter le travail d'Élodie. Il est reparti content, ce qui est plutôt rassurant. Donc, un premier métier, c'est celui qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie en France ou au Luxembourg, des contrats de santé, comme Aline Souza peut le faire, des contrats d'IARD, donc pour assurer les voitures, les maisons, et aussi pour assurer les entreprises, soit la construction, soit la santé, soit la prévoyance au travers de collectifs. Tout ça, c'est des métiers qu'on fait. C'est des métiers qui relèvent du contrôle de l'ACPR. Et vous pouvez vous assurer de ça en consultant le registre des intermédiaires en assurance qui s'appelle l'ORIAS. Faites le nom des sociétés, hein, il y en a 3 dans notre groupe et vous les retrouverez sur l'ORIAS. Ensuite, on a un deuxième métier, c'est le métier qui nous permet de proposer à nos clients des solutions en private equity, des solutions à SCPI. C'est le métier de conseil en investissement financier qui est le plus régulier dans la législation française. Donc celui-là, il ressort de l'AMF. Et donc, c'est celui qui nous demande le plus de paperasse à gérer, hein, pour schématiser, et le plus de procédures à respecter. Ensuite, on a un troisième métier qui nous permet de proposer des crédits. Donc, on a des solutions, y compris pour les Français qui n'habitent pas en France. Donc, on a des solutions soit en direct avec des partenaires privilégiés. On est plutôt spécialisé, nous, sur les crédits compliqués. Soit on travaille avec une personne qui a les temps salariés chez nous, avec un accord et qui débrouille les dossiers les plus compliqués en tout cas, les dossiers les plus éloignés de France, hein, parce que c'est toujours un peu plus compliqué pour les non-résidents. Donc ça aussi, c'est un métier qui est placé sous la responsabilité de l'AMF. Et le dernier métier, c'est agent immobilier. Donc agent immobilier, nous, il nous arrive de proposer, par exemple, on a proposé à nos clients une boutique commerciale située à côté de l'Arc de Triomphe à Paris, qui est vendue par un autre de nos clients. Donc ça, c'est la carte T, la carte de transaction qui nous permet de faire cette activité-là. On fait aussi pas mal de viagers pour le compte de nos clients quand ils souhaitent générer des liquidités dans des conditions de sécurité fortes. Donc on s'en occupe pour eux. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, on vous a proposé un bien sur la Côte d'Azur en nue propriété, en démembrement de propriété. Ça aussi, il faut la carte de transaction pour vous le proposer. Et la carte de transaction, elle est délivrée par la Chambre de commerce de Paris avec des formations et des papiers à remplir, des choses comme ça. Donc, vous voyez, on a 4 métiers. On nous trace facilement par rapport au respect de la réglementation. Et je pense que vous pouvez, si vous réécoutez nos webinaires aussi, vous verrez que on est des gens sérieux et on a l'habitude de travailler avec les clients internationaux. Donc, on vous a mis, même si elle s'est emmêlée les pinceaux,
Élodie. On vous a mis les coordonnées pour pouvoir nous joindre, mais ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez. D'abord, vous avez eu mon mail qui vous a formé, et puis vous les retrouverez parce qu'on vous enverra les slides et on vous enverra le replay du webinaire. Alors, Élodie, la quatrième question, on sait y répondre ou pas? Non, mais si je reprends déjà la première question, je pense que vous avez confondu plusieurs choses. Parce que de combiner l'achat d'un bien. Il faut déjà répéter la question pour que les autres auditeurs ils puissent la. Oui, mais du coup, je pense que c'est pas le. Ça a mal été formulé parce que c'est est-ce possible de combiner l'achat d'un bien en nue propriété avec la donation viagère? Mais en fait, ou alors faire un don en achat de biens en nue propriété et profiter des abattements. La donation viagère, en fait, je pense que vous avez confondu peut-être avec le système de rente viagère ou ce genre de choses. Non, mais c'est mieux d'appeler Élodie et qu'on en reparle. Il faudra peut-être me remettre un petit peu plus de détails. Par contre, la quatrième question, là, on peut y répondre. Autre question, donc toujours la même personne. En matière de succession, est-ce mieux de transmettre une société SCI familiale que de l'immobilier ordinaire? C'est pareil. Oui, et puis j'ai envie de vous dire, ça dépend de la structure de votre patrimoine aujourd'hui, combien de biens immobiliers vous avez et qui va être dans la société. Effectivement, la société, la SCI, le principe, c'est de pouvoir en fait partager en nombre de parts. Et après, ça dépend aussi du régime fiscal qui est derrière et de la volonté. Est-ce que c'est pour continuer à faire fructifier et à donner un parc immobilier qui va continuer à être en gestion derrière? Là, effectivement, c'est plus simple que tout le monde se regroupe dans la SCI et continue en fait à faire travailler ce patrimoine en termes de revenus fonciers, etc. Comme ça, tout est en fait mis et regroupé dans une seule société. Mais ça dépend simplement de l'objet. De l'objet et si vous avez juste un bien, non, ça n'a pas, ça n'a pas vraiment. En fait, fiscalement, vous avez vu tout à l'heure, on vous a dit, fiscalement, c'est pareil, parce que les SCI, c'est des sociétés à prépondérance immobilière, et de toute façon, elles sont taxées parce que l'immeuble, il est en France, même si c'est sous forme de société. Donc, fiscalement, c'est pareil. En termes de succession. Par contre, après, au niveau de la gestion du patrimoine familial, surtout quand on a beaucoup de biens, comme le disait Élodie, la SCI, ça donne de la souplesse qu'on n'a pas quand l'immeuble est détenu en direct. Par exemple, si vous voulez faire une donation à des enfants mineurs, enfin mineurs, c'est pas forcément le bon sujet parce que ça présente d'autres complexités. Mais si vous voulez faire une donation à vos enfants majeurs au travers d'une SCI, vous allez pouvoir, au travers des statuts, décider de comment la SCI sera gérée, donc de comment l'immeuble qui est détenu par la SCI sera géré après la donation. Donc vous voyez, vous avez une souplesse au niveau d'un immeuble détenu en SCI que vous n'aurez pas forcément si vous le détenez en immobilier direct. Au niveau de la transmission sous forme de succession, je dirais que ça va être à peu près pareil, hein, parce que, sauf comme le disait Élodie, à ce que vous ayez pu déjà introduire dans la SCI familiale, élargir déjà le capital pour déjà préparer la succession en faisant rentrer prématurément des gens qui interviendront dans la succession, qui seront vos héritiers après. Donc ça peut aussi vous donner un peu plus de souplesse. Je crois que j'ai compris la troisième question. Du coup, je pense que la question, c'était est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un bien en nue propriété pour après le transmettre en succession classique, donc pas de donation viagère, mais finalement succession, ou est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un bien en pleine propriété et de faire une donation de son vivant? Du coup, après, alors là, ça c'est pareil. Enfin, moi, je trouve que donner de son vivant, vu qu'après on peut renouveler tous les 15 ans, ça reste intéressant, mais tout dépend, pareil, votre patrimoine. Il n'y a pas forcément on va dire, tout dépend en fait le bien qu'on achète, j'ai envie de dire, parce que pour un même bien, il faudrait déjà, enfin, ce qu'il faut juste se dire, c'est quand vous achetez en nue propriété, vous achetez effectivement avec une décote, mais vous récupérez pas le bien tout de suite.
Donc, il y a quand même on va dire des différences plus en termes de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Souvent, ceux qui achètent une nue propriété, c'est qu'au bout de 10 ans, 15 ans, soit ils ont besoin d'un pied-à-terre qu'ils n'avaient pas. Donc comme ça permet un peu de préparer sa retraite. Ou soit ils ont besoin de revenus complémentaires et du coup, tout de suite, on le met en location et on peut générer des revenus assez facilement. Un bien après acheté en pleine propriété et le transmettre de son vivant, là, on est plus on réfléchit sur la transmission directement, quoi. Mais bon, les deux se valent, hein, je sais Bon, pas ce que vous voulez ouais. apporter en termes de... Non, non, moi je suis d'accord avec vous. Bah, ce que je vous propose, Elodie, c'est qu'on Il y a laisse. une autre... Non, non, je crois que c'est bon. On laisse 2 minutes ou une minute à nos. Non, non, mais j'ai vu. 1 minute ou deux à nos auditeurs pour poser d'autres questions éventuelles. Sinon, comme je vous l'ai dit, on vous envoie le replay. On vous envoie. Ils sont sur nos. Vous pouvez retrouver nos webinaires sur le site internet de Mon Bon Patrimoine, hein. On les a tous mis, donc vous pouvez tous les écouter comme sur Netflix, hein, en boucle. Et puis donc sinon, on vous enverra les slides de présentation aussi. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Elodie. Elle est là pour ça, quand on vous appelle. Elle sait plein de choses que je ne sais pas. Oui, mais souvent, on se fait aussi aider par notre fiscaliste, hein. Voilà, donc assurance Lui, il nous vie, aide. private equity, SCPI, elle connaît tout. Je vous dis en tout cas merci de votre attention. Vous avez été très patient. Vous nous avez écouté jusqu'au bout. On a tenu l'heure. Et je vous dis à très bientôt, hein, pour un prochain webinaire. J'espère on en a encore prévu 2 avant les vacances. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.